Bonjour, je suis Laïla, je suis franco-algérienne. Je suis à la fois française car je suis née en France et j'ai toute ma vie ici. Je suis algérienne de la part de mes parents, donc je suis d'origine algérienne en fait. Oui, bien sûr, pas souvent facile, mais je le revendique et j'en suis très fière. On l'a vu avec les événements du 11 janvier 2015, c'est vraiment pas facile d'être algérienne en France. Plus difficile encore que d'autres. Il y a vraiment une souffrance quotidienne ici en France, surtout à Paris. On est déchiré entre être français, être algérien. On est mal vu parfois par les Français, mal vu par les Algériens. Si on est un peu moderne, on vit à la française, donc on est mal vu par les Algériens. Si on essaie d'être algérien en France, on est mal vu par les Français. C'est malheureux, mais parfois je me demande, elle est où notre place? Pour les Français, on est considérés comme des Algériens. Pour les Algériens, on est considérés comme des Français. Vraiment, on est perdu et on le sent surtout chez les adolescents, chez les jeunes. En France, les franco-algériens ou les franco-marocains ou franco-tunisiens, c'est la même chose. Il y a un autre problème, quand on part en Algérie pour les vacances par exemple ou pour passer quelques semaines là-bas, on est, on se sent un peu perdu et mal vu par la société algérienne parce qu'ils nous considèrent comme Français, ils considèrent qu'on a oublié nos origines, on s'habille à la française, on parle à la française. Moi, je dirais, pour ne pas souffrir de cette situation, le déchirement on est partagé entre deux cultures, françaises et algériennes. Il faut être soi-même et pas penser aux préjugés des autres. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette interview qui ne manquera pas d'être très intéressante. Madame Roland, notre directrice de filière, va nous expliquer certains points sur les questions d'immigration et de délinquance et des problèmes que la France vit actuellement. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Bonjour, merci. Je m'appelle Dominique Roland, je suis anthropologue et comme ça vient d'être dit, je me suis spécialisée sur la question des métissages parce que j'ai une origine eurasienne et voilà, ça explique en partie mon travail. On constate qu'il y a une souffrance profonde chez les descendants d'immigrés aujourd'hui en France. Est-ce qu'on peut comprendre par là qu'il y a une souffrance profonde en eux? Et vous qui avez vécu ça, comment peut-on vivre le métissage personnellement et spécialement socialement? Est-ce que le regard des autres vous pèse quotidiennement et vous pousse, ou certains, à certains comportements? Je pense que c'est intéressant de prendre la grille de lecture du métissage parce que si on se reporte à la période coloniale, sachant que le métissage c'est une création coloniale dans la mesure où c'est apparu donc par la confrontation entre un monde colonisateur et un monde colonisé. Et donc ça engendre de la souffrance. Pourquoi? Nécessairement parce que quand on est métis, on est obligatoirement issu à la fois du dominant et du dominé, du colonisateur et du colonisé. Comme c'est en tension, en contradiction et en conflit, on est nécessairement porteur soi-même du conflit. Et surtout, ça pose un problème de conflit de loyauté. C'est-à-dire que dans une situation comme ça, si je suis fidèle à une part de moi-même, je suis obligatoirement traître à l'autre, donc je suis dans une situation impossible, insoluble. À chaque fois qu'on est de deux origines, on demande toujours aux gens, est-ce que tu te sens plus algérien, est-ce que tu te sens plus français, est-ce que tu es plus vietnamien, est-ce que tu es plus français, est-ce que tu es plus congolais ou plus français? Donc c'est toute la question, c'est qu'on ne peut pas y répondre. Donc voilà, avec une injonction aussi, alors politique et sociale à choisir, puisque évidemment, quand tu es porteur du dominant ou du dominé, si tu choisis le dominé, tu te tires une balle dans le pied. Donc, et si tu choisis le dominant, tu es forcément dans un début de commencement de quelque chose qui ressemble à de la traîtrise, ou qui peut s'apparenter à, ou que tu peux ressentir toi comme étant traître. C'est bien ça qui se passe maintenant, les conflits de loyauté, on le voit bien. Et dans la troisième, là on arrive à la troisième, quatrième génération d'immigration, donc les situations elles sont déplacées. Elles sont aussi parce que les gens, par exemple pour les Algériens,
ont de moins en moins de contact avec le pays d'origine, les jeunes. Donc, ils se sentent de plus en plus déloyaux d'une certaine façon. Et rattraper la loyauté, ça veut dire faire des choses qui n'ont en réalité pas de sens, parce qu'une culture qu'on n'a plus, on la rattrape pas comme ça. Donc c'est aussi peut-être pour ça que le religieux comble, en fait, est une façon de répondre qui est peut-être malhabile, mais qui correspond à un désir de renouer avec quelque chose qui apparaît comme étant les origines et une pureté des origines. D'après ce que vous dites, il y a un rapport direct entre le colonialisme et ce qu'on vit aujourd'hui. Et du point de vue de la métisse, comment vit la métisse la culture de l'origine par rapport à son pays? Alors il faut bien voir qu'il y a des périodes. La première génération des métisses ne vivait pas les choses de la même façon parce qu'elle était en contact beaucoup plus proche avec la culture des origines. Maintenant, la culture est distante. On le voit bien dans certaines familles émigrées d'Algérie, par exemple, les enfants vont de moins en moins ou ont de moins en moins d'intérêt à y aller, donc les choses sont différentes. Donc ce rapport, à la fois il change dans le temps et il change selon les communautés qui n'ont pas non plus, selon les origines d'immigrés, n'ont pas tout à fait le même comportement. On voit bien par exemple que dans des immigrations turques, qui est une immigration d'origine rurale, avec une empreinte culturelle qui reste forte, même à la deuxième, troisième génération. Par exemple, c'est évident que parmi les étudiants turcs, tous parlent turc parfaitement. Ils ont une parfaite maîtrise de la langue. Et donc, avec tout ce qui va de la culture derrière, c'est moins sensible à la troisième, quatrième génération des Algériens pour l'arabe ou pour le berbère. On voit bien qu'ils parlent quelquefois pratiquement plus ou très mal. Donc, voilà, donc ça, il y a cette dimension qui est des choses différentes selon les origines. On constate actuellement qu'il y a une tendance à s'affirmer dans la culture d'origine. Est-ce qu'il y a quelque chose de revendicatif dans ça ou comment l'interprétez-vous? Bien sûr, on voit réapparaître un rapport à la culture d'origine, mais qui est différent de celui qui existait dans les années 80, par exemple, il y a 20 ans, 30 ans. Parce que maintenant, il est un peu fantasmatique. Maintenant, on est face à des générations qui n'ont pas vraiment acquis la culture française parce qu'il y a l'échec de l'école qui est massif. Et de l'autre côté, une culture d'origine qui est partie. Donc, comme je dis là dans le spectacle, ils ont une culture qui leur a échappé et l'autre qu'ils n'ont pas réussi à attraper. Donc, d'une certaine façon, on est dans un trou des deux côtés. Donc, la culture d'origine, la revendication pour la culture d'origine, elle est d'autant plus forte. Elle passe par des choses très variées, et encore une fois, comme je dis, c'est pas étonnant qu'elle passe par le religieux, parce que finalement, c'est le plus facile, quoi. Si on se réfère par exemple à la situation des binationaux franco-algériens et tout le malaise qui s'y manifeste et qui est de fait un des plus visibles, est-ce qu'on peut parler d'une exception algérienne? Il y a une spécificité algérienne pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la communauté la plus nombreuse, donc effectivement, comme je disais, c'est la plus visible. Il y a aussi une histoire spécifique entre la France et l'Algérie, qui est avec une guerre, avec donc un traumatisme fort, et pour les communautés algériennes, et pour la France aussi, ça a été très important, la guerre d'Algérie. Il y a aussi la proximité de l'Algérie, le fait que les échanges avec l'Algérie sont très intenses, il y a des allers-retours permanents entre les deux. Je pense que c'est difficile. Pour eux, c'est une difficulté supplémentaire, parce qu'il y a une histoire de la guerre d'Algérie qui n'est pas réglée d'une certaine façon, qui n'a pas été traitée, donc elle pèse dans les familles assez lourdement, et elle pèse sur les jeunes générations, je pense que c'est certain. Alors, je rajoute aussi autre chose, c'est comme elle est la plus importante, elle est la plus visible, le profil de l'arabe est un profil qui est chargé négativement pour une partie de la population française, pas tout le monde bien sûr, mais ça existe. Donc le soupçon qui est pesé sur l'arabe, voilà, et plus encore maintenant avec les problèmes évidemment de terrorisme qui en font un repoussoir, puisque on assimile arabes, algériens, islamistes, c'est dans une même continuité pour le grand public, donc ça rend les choses évidemment très 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 compliquées. Diriez-vous qu'ils sont otages de cette histoire et le bouc émissaire, ils sont à la fois l'otage de cette histoire et le bouc émissaire des événements actuels?
qu'il y a dans le monde, notamment par rapport à l'islamisme et le terrorisme dans le monde? Il y a d'une part dans la communauté algérienne, mais encore une fois, la communauté algérienne, elle n'est pas uniforme, il y a des gens très différents, des positions très différentes mais elle est perçue comme une unité, ce qu'elle n'est sans doute pas du tout. Mais disons dans ceux qui font problème, c'est les jeunes générations, 4e génération, en rupture d'école, en rupture de tout, sans travail, qui se sentent délaissés, qui se sentent stigmatisés, certainement à juste raison, mais aussi qui vivent fantasmatiquement ce rejet, qui se positionnent en victime et en personne rejetée. Ça devient part de leur identité, le fait d'être rejeté. Et donc presque de revendiquer le fait d'être, on est des exclus, quoi. Et ça fait que, ça entraîne un certain nombre de dérives, c'est sûr. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de connaissance. Donc tout ça fait qu'on est dans des gens qui sont à la fois très fragiles et qui peuvent prendre des positions évidemment dangereuses, quoi, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est pas tous les binationaux, c'est pas toute la communauté algérienne, bien entendu que non. Donc, quelle serait la solution selon vous? Je ne sais pas si j'ai des solutions. En tout cas, il y a une solution qui est éducative, c'est évident. Mais quand les gens ils ont 17-18 ans, c'est déjà tard. Il y a aussi essayer de leur faire comprendre, de leur faire entendre que il n'y a pas qu'une hostilité contre eux dans la société française. Il y a aussi une société française qui les prend en charge, qui les considère. Donc il y a aussi à leur faire peut-être entendre ça. Je pense aussi qu'il y a eu des très grandes erreurs de perception de la société française, qu'il s'agisse de la société en général ou même des intellectuels, des médias, etc. Moi-même, même nous quand on est professeur, je me rends compte, parfois on entend les médias nous dire oui, mais on ne leur a pas assez parlé de leur histoire, etc. On ne leur a pas assez parlé de la colonisation. Mais il faut aussi faire attention. Moi, je me suis rendu compte tout d'un coup, à la faveur de ces événements, que par exemple, à ça, tout d'un coup, ma réponse instinctive était de dire mais enfin, je leur parle tout le temps de ça, de la colonisation. Et de me dire aussi, peut-être que c'est pas à moi de le faire. Parce que si moi, qui suis française, professeur qui représente la France, je leur dis vous êtes dans un pays de merde qui veut pas de vous, et que je leur répète ça sous toutes les formes en disant elle a massacré vos pères, etc., elle les a envoyés faire la guerre, je ne leur laisse aucun espoir. C'est-à-dire si je leur dis ça, ça veut dire mais personne ne veut de vous, il n'y a rien, c'est nos futurs. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais ça veut dire qu'il y a une maladresse aussi à s'emparer. C'est aussi notre faute d'intellectuels antiracistes, anticolonialistes. On ne se rend pas compte aussi des conséquences de ça, de la façon dont c'est perçu de l'autre côté. Tout d'un coup, à la faveur de ces événements, je me suis dit, mais comment ils voient le fait que je viens leur dire, nous on est des salopards et vous êtes des victimes. C'est un rapport qui est complètement déséquilibré si je ne fais que ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en parler, mais ça veut dire qu'il faut trouver les moyens. Je pense qu'on n'a pas assez finement analysé ce qui se passe. Et par ailleurs, ce sont des gens qui sont sous une injonction à choisir. Quand la droite, de l'autre côté, dit, par exemple, supprimer les langues d'origine à l'école, c'est gravissime. Parce que c'est pas qu'ils vont apprendre l'arabe ou le berbère au lycée. C'est que, symboliquement, que l'école primaire française, le collège, que ces lieux de l'institution prennent en compte la langue de l'autre, c'est très important pour la constitution de l'identité, parce que ça veut dire que ta langue, ta culture fait partie de quelque chose qui est la République, puisqu'il y a écrit liberté, égalité, fraternité sur le fronton. C'est là que ça doit être. Donc si on supprime l'enseignement des langues d'origine à l'école, c'est une catastrophe. C'est une stupidité et une catastrophe. Parce que c'est important aussi le fait que leur culture n'est en tout cas pas placée au même niveau que la culture française. C'est-à-dire que quand tu es binational, tu disais franco-algérien, par ailleurs kabyle, ta culture kabyle, elle ne va jamais être reconnue ici, en tout cas maintenant, en ce moment,
comme étant équivalente à la culture française. Donc, forcément, tu portes en toi des choses inégales. Or ça ne va pas. Ça ne peut pas créer de l'harmonie. Si, alors, quand tu parlais des solutions, peut-être la première chose, c'est penser à ça, faire en sorte que ces cultures soient revalorisées pour ce qu'elles sont, pas non plus les magnifier forcément, mais les mettre à parité. De manière à ce que tu peux dire, bon, j'ai deux parts de moi, je suis deux choses, mais je suis deux choses égales. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, 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 je n'ai pas oublié tous ces visages attristés. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé.